Donc maintenant, nous allons voir les aspects de solidarité de la loi Abou. Alors, solidarité et responsabilité, avant de passer l'après-midi sur les aspects assurantiels. Donc, je vais intervenir avec Monsieur Leloup sur ces aspects. Alors, nos interventions seront complémentaires. Moi, j'aurai une approche peut-être un petit peu plus générale et Monsieur Leloup vous donnera une approche plus pratique en nous donnant des chiffres très intéressants sur cette répartition. Et je crois qu'il aura un propos très centré sur les infections nosocomiales, qui sont vraiment au cœur des préoccupations de l'ONIAM, des assureurs et des victimes. Et donc, pour ma part, je me cède la parole pour vous parler de la solidarité au secours de la responsabilité. Alors, c'est un intitulé que j'ai emprunté à mon collègue et ami Christophe Radet, qui avait commenté la loi Abou en employant donc ce titre qui me semble tout à fait parlant, la solidarité au secours de la responsabilité. Et effectivement, j'essaierai de vous parler des principaux apports de la loi en vous donnant mon point de vue, qui est un point de vue. Il y en a eu d'autres ce matin, mais le mien sera peut-être un peu différent de celui que vous avez entendu jusqu'à présent. Alors, je commencerai par vous dire que l'année 2002 a été un excellent millésime pour les champagnes. En revanche, il a été très mauvais pour le Bordeaux et franchement catastrophique pour les Côtes-du-Rhône. Et pour les lois adoptées en 2002 en matière de responsabilité médicale, c'est un peu la même chose. La qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. En effet, alors, en 2002, on l'a dit, 2 lois importantes ont été adoptées, alors que pourtant, jusqu'alors, aucune loi n'avait jamais été adoptée en France en matière de responsabilité médicale. Et on a eu, coup sur coup, à 10 mois d'intervalle, 2 lois. Celle du 4 mars 2002, adoptée à l'époque où le Parlement, me semble-t-il, était majoritairement à gauche, et quelques mois plus tard, la loi Abou du 30 décembre 2002, où là, le Parlement était majoritairement à droite. Bon, semble-t-il, ça n'a pas eu d'incidence forcément sur ce point, puisque monsieur Dor nous l'a dit, la loi a été adoptée assez facilement. Ces lois, elles ont eu un accueil mitigé. Je cite aussi un autre auteur, Guy Courtieux, qui nous a quittés dans l'intervalle, qui parlait de lois perverses à propos de ces lois et qui dénonçait la construction d'une véritable usine à gaz dont certaines tuyauteries aboutissent à des cul-de-sac, disait-il. Bon, c'est peut-être un peu excessif et notre appréciation sera plus nuancée. En effet, en ce qui concerne la première loi, c'est-à-dire la loi du 4 mars 2002, elle a construit un système qui nous paraît équilibré, qui est fondé sur une articulation entre responsabilité civile et solidarité nationale, dans le but à la fois d'améliorer le sort des victimes d'accidents médicaux et dans le même temps ne pas alourdir la charge qui pèse sur les professionnels de santé et les assureurs. En effet, donc, au terme de cette loi, lorsqu'un accident médical survient, il convient donc de rechercher si la responsabilité d'un établissement ou d'un professionnel de santé peut être retenue. Et à défaut, l'ONIAM prend le relais. L'ONIAM, qui est un fonds d'indemnisation créé par cette loi, alimenté principalement par des deniers publics. Et donc ainsi, responsabilité civile et solidarité se complètent. Ce sont des mécanismes qui ont été conçus comme étant des mécanismes étanches et complémentaires. La seconde loi, la loi Abou, celle qui nous intéresse aujourd'hui principalement, elle a déconstruit partiellement ce système, pourtant fraîchement élaboré, en modifiant cet équilibre initialement recherché. Désormais, et c'est quand même cela qui est vraiment marquant, alors même qu'il y a une responsabilité civile, en l'occurrence celle des établissements en cas d'infection nosocomiale, l'ONIAM se substitue à l'assureur pour supporter le coût de l'indemnisation de la victime, alors même que l'auteur du dommage est assuré. Donc il en résulte une extension du domaine de la solidarité nationale au détriment de la responsabilité civile. C'est donc la raison de cet intitulé, la solidarité nationale est venue au secours de la responsabilité
civile. Les raisons du recul de cette responsabilité civile au profit de la solidarité nationale ont déjà été exposées. Elles sont essentiellement d'ordre économique et politique. Sur ce point, je n'y reviendrai pas. En revanche, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on a invoqué des arguments juridiques pour expliquer les raisons pour lesquelles on a adopté cette loi. Et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, on vous a dit que la loi Kouchner avait alourdi la charge pesant sur les assureurs en aggravant la responsabilité des professionnels de santé. Or, c'est tout à fait faux. En réalité, la loi Kouchner n'a absolument pas augmenté la charge des assureurs en alourdissant la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé, bien au contraire. Sur le terrain des infections nosocomiales, il faut rappeler que la Cour de cassation retenait une obligation de sécurité de résultat à la charge des professionnels de santé depuis un arrêt rendu en 1999. Or, la loi Kouchner est revenue sur ce point. Désormais, les professionnels de santé ne sont responsables qu'en cas de faute prouvée si une infection nosocomiale est contractée au sein de leur cabinet libéral. Donc, voilà, moins de responsabilité, moins de garantie du côté de l'assurance. De la même manière, ça a été dit, l'article 1er de la loi Kouchner condamne la jurisprudence Perruche, et elle va même au-delà, puisqu'elle crée une forme d'immunité, on peut le dire, au profit des professionnels de santé qui commettent une faute, ne permettant pas de diagnostiquer une malformation congénitale de l'enfant à naître, puisque désormais il faut une faute caractérisée, et puis l'indemnisation est considérablement limitée. Donc, en réalité, la loi Kouchner n'a pas été plus loin que ne l'avait été la jurisprudence. Bien au contraire, elle est revenue sur certains acquis jurisprudentiels. Donc, du point de vue, en tout cas juridique, alors je ne parle pas du point de vue économique ou du point de vue du marché assurantiel, mais en tout cas du simple point de vue juridique, on ne peut pas dire que la loi Kouchner a aggravé le sort des professionnels de santé ou des établissements de santé. Ça, c'est tout à fait erroné. Mais malgré tout, c'est quand même en partie sur cette idée que la loi du 30 décembre 2002 a été adoptée dans l'urgence, sans aucun amendement. En tout cas, les parlementaires ont été invités à ne déposer aucun amendement pour ne pas retarder l'adoption de la loi. Et ce sont donc les conséquences juridiques de cette loi qu'on va maintenant examiner, les conséquences juridiques immédiates, mais aussi plus lointaines de cette réforme. Alors, ces conséquences, elles me semblent de deux ordres. D'une part, cette loi va entraîner, alors ça a été un peu dit par Maître Bernfeld et je vais y revenir, ça a entraîné quand même une complexification du régime d'indemnisation des accidents médicaux. On a aujourd'hui un système extrêmement complexe, confus, c'est quand même un problème. Et puis, alors l'autre conséquence, peut-être plus lointaine et dont on n'a peut-être pas encore complètement mesuré l'étendue, c'est que finalement cette loi a commencé à nous accoutumer à l'idée que les accidents médicaux devaient relever de la solidarité nationale, que la charge de l'indemnisation d'accidents médicaux, quels qu'ils soient, même ceux qui trouvaient leur cause dans une faute, devaient relever de la solidarité nationale. C'est un petit peu le début de cette idée et qui, on le verra, s'est amplifiée au fur et à mesure des années. Alors commençons tout d'abord par voir que cette loi a entraîné une complexité accrue du régime d'indemnisation des accidents médicaux. Alors, en effet, la loi About, elle est venue s'ajouter à la loi Kouchner. C'est-à-dire qu'on a ajouté dans le Code de la santé publique des dispositions, et notamment l'article L 1142-1-1, sans du tout revoir les dispositions qui avaient été adoptées quelques mois plus tôt. On a ajouté donc des dispositions nouvelles qui donc ont entraîné quand même une incohérence de l'ensemble. Alors tout d'abord, la loi, je vais aller très vite sur ce point, ça n'a pas été abordé, mais
la loi Abou, elle a étendu la compétence de l'ONIAM à tous les dommages résultant de l'intervention en cas de circonstances exceptionnelles d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. C'est l'article L 1142-1-1, deuxièmement. En fait, le législateur a envisagé là l'hypothèse où un médecin porte assistance à une personne en péril en dehors de ses activités médicales habituelles et qu'il cause à cette occasion un dommage. Donc la loi Abou est venue dire que désormais, c'est l'ONIAM qui prendrait en charge ce type de dommage. Alors cette disposition, elle repose, alors d'ailleurs en partie comme beaucoup d'affirmations sur la base desquelles la loi Abou a été adoptée, en partie quand même sur des fantasmes. C'est-à-dire la crainte pour le médecin de voir sa responsabilité recherchée parce qu'il est intervenu dans des circonstances exceptionnelles pour porter secours à un patient et qu'il n'avait peut-être pas à la fois les compétences requises et peut-être tous les outils à sa disposition. Alors, c'est un fantasme parce qu'en réalité, la jurisprudence se montre dans cette hypothèse assez compréhensive. Elle apprécie la faute du médecin par rapport aux circonstances. Et il est bien évident qu'elle ne retiendra pas une faute s'il est établi qu'il a manqué à toutes les recommandations médicales dès lors qu'il n'avait pas tous les outils à sa disposition. Donc en réalité, voilà, une intervention qui est là pour apaiser des craintes, mais qui relèvent en grande partie du fantasme. Alors je ne sais pas, peut-être que M. Leloup nous donnera des précisions, mais je ne suis pas sûre que cette disposition ait donné lieu à une prise en charge très, très importante de l'ONIAM, parce qu'en réalité, dans cette hypothèse-là, la responsabilité du médecin est très difficile à engager. Ensuite, évidemment, c'est là-dessus que je vais insister, c'est l'apport essentiel de la loi. Elle a prévu que les infections qui entraînent les dommages les plus graves, donc soit le décès, soit un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, eh bien, c'est la réparation des dommages résultant de ces infections relèverait non plus de la responsabilité et par voie de conséquence de l'assureur de responsabilité, mais de la solidarité nationale. Or, cette disposition, qui figure à l'article L 1142-1-1, premièrement, elle a été adoptée sans même que le texte sur la responsabilité des établissements ait été modifié. Donc d'un côté, on continue à affirmer que les établissements de santé sont responsables de plein droit en cas d'infection nosocomiale, et de l'autre, eh bien, on a un texte qui nous dit oui, mais alors ils sont responsables, mais ça n'est pas eux qui doivent supporter le coût de l'indemnisation, mais la solidarité nationale. Donc il y a là quand même quelque chose d'assez incompréhensible d'un point de vue juridique. Comment se fait-il qu'un responsable ne soit pas tenu à réparation et que l'assureur, son assureur qui garantit sa responsabilité, échappe à son obligation d'indemniser, alors que pourtant son assuré est responsable. Donc voilà, d'un point de vue juridique, c'est assez incompréhensible et ça rend les choses évidemment très, très compliquées. Alors c'est vrai que la loi prévoit un recours possible de l'ONIAM contre l'établissement. Sa responsabilité, nous dit-on, n'a pas totalement disparu, sauf que ce recours, il est subordonné à la preuve d'un manquement caractérisé aux obligations posées en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Donc ce n'est pas un recours systématique, c'est-à-dire que l'ONIAM ne pourra agir contre l'assureur de l'établissement a priori responsable qu'à la condition que cet établissement ait commis une faute. On parle de manquement caractérisé. Et évidemment, c'est loin d'être l'hypothèse la plus fréquente. Donc ces dispositions entraînent un régime complexe, surtout du point de vue du côté des victimes. Alors, Maître Bernfeld a soulevé beaucoup de sources de difficultés pour les victimes, qui, nous l'a-t-elle dit, et je partage parfaitement ce point de vue, n'ont rien gagné avec l'adoption de cette loi. Elles avaient déjà un débiteur d'indemnisation qui était l'établissement de santé
dans lesquels, évidemment, la plupart du temps, les infections nosocomiales sont contractées. Les infections nosocomiales en cabinets libéraux, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc les victimes, elles étaient déjà, avec la loi du 4 mars, assurées d'avoir un débiteur de responsabilité et assuré. Donc cette loi, elle apporte rien aux victimes et cette loi, elle a été source de complexité. Alors on a cité quelques-unes des difficultés qui se posent aux victimes. Moi, j'en relèverai d'autres. Effectivement, la victime, souvent, doit agir à l'aveugle quand elle introduit une procédure, parce que, sauf quand elle est décédée, mais en général, on ne sait pas à l'avance quel va être le taux de DFP qui va être reconnu à la victime. On ne sait pas. D'abord, effectivement, son état n'est pas tout de suite consolidé. Parfois même, il n'est pas consolidable. Quand on a aussi des infections nosocomiales qui reviennent à répétition, les staphylocoques qui restent bien dans les articulations et qui se réveillent régulièrement. Donc, voilà, quand la victime introduit l'action en réparation, en fait, souvent, elle ne sait pas quel va être son taux de DFP. Donc, comment faire ? Alors, sauf à passer par les CCI, mais elle n'est pas non plus obligée de le faire et elle n'a pas toujours intérêt à le faire. Donc, si elle agit en justice, elle est obligée de mettre en cause et l'ONIAM et l'établissement de santé. Et parfois, quand on met en cause l'ONIAM d'emblée, les juges, par exemple, dans le cadre d'une expertise, considèrent que c'est prématuré et mettent l'ONIAM hors de cause. Enfin, en tout cas, pour la victime, déjà, elle ne sait pas qui va être son interlocuteur avant de connaître ce taux de DFP. Et puis aussi, ce taux-là, couperet, il a aussi des conséquences complètement ubuesques, puisque en expertise, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le médecin conseil de la compagnie d'assurance de l'établissement, curieusement, alors c'est quand même remarquable, généralement il est du côté de la victime en disant mais voilà, c'est très très grave ce que vous avez, effectivement je suis dans votre sens, c'est très très grave, pour justement passer ce seuil de 25%, de façon à ce que la charge de l'indemnisation elle pèse sur l'ONIAM. Donc ça montre bien quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que de voir que l'intérêt de l'assureur c'est de dire que c'est grave, pour de faire en sorte que ce soit l'ONIAM qui paye, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, si jamais l'assureur n'a pas pu obtenir un taux qui atteigne 25%, il a encore un petit espoir. Il peut croiser les doigts en espérant que l'état de la victime s'aggrave. Parce que si l'état de la victime s'aggrave et qu'on passe ensuite au-dessus de 25%, il se fait rembourser de l'intégralité de ce qu'il avait payé jusqu'alors. Donc ça montre bien quand même que cette loi, elle a été mal conçue. C'est quand même pas logique que de voir ainsi l'assureur qui a intérêt à ce que l'état de la victime soit plus important. Et puis du côté de l'ONIAM, alors c'est vrai que je défends pas toujours l'ONIAM. Alors là, pour le coup, je mets un petit peu à la place de l'ONIAM. Je pense que l'ONIAM a parfois le sentiment, et c'est pas tout à fait faux, d'être le dindon de la farce. Parce que, par exemple, en CCI, l'ONIAM, et ça on peut le comprendre, n'est jamais là aux expertises, parce que sinon il faudrait que l'ONIAM soit partout, et ça serait évidemment, j'imagine, ingérable. Donc l'ONIAM n'est pas là en expertise CCI. Et évidemment, tout le monde a intérêt en expertise à charger l'ONIAM. Et la victime qui se dit, chouette, je vais avoir un taux de DFP supérieur à 25%, donc je vais être bien indemnisée. Donc elle ne va pas être contre une peut-être évaluation du taux de DFP. C'est dans son intérêt. Et puis, l'assureur de responsabilité de l'établissement va dire, mais oui, je suis totalement d'accord, c'est très très grave, on va... Et donc, l'ONIAM, qui reçoit ensuite un rapport d'expertise qui va être passé à la moulinette de ses médecins en interne, je peux imaginer que quelquefois, ces médecins aient le sentiment que le taux a été surévalué, de façon à faire basculer donc sur la solidarité nationale le point de l'indemnisation qui normalement relevait de l'assureur de responsabilité. Par ailleurs, toujours pour montrer un petit peu les incohérences de cette loi, on peut s'interroger sur la pertinence de ce taux de 25%. Pourquoi 25%? D'autant plus que, on le sait, en ce qui concerne donc, ce qu'on va appeler l'aléa thérapeutique, pour faire court, le taux est de 24. Donc,
pour pouvoir être indemnisé au titre de l'aléa, il faut atteindre donc 24% de DFP. Et il y a d'autres critères alternatifs. Et là, par contre, on a un seul critère qui est le taux de DFP ou le décès. Et il est à 25. Donc voilà, il y a quand même des incohérences. Maître Verpel l'a souligné aussi. Pourquoi est-ce qu'en matière d'infection nosocomiale, les proches sont autorisés à demander réparation, même en cas de survie de la victime, à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, alors que les proches ne peuvent pas demander indemnisation lorsque la victime a survécu à un aléa thérapeutique. Voilà, il y a une incohérence, parce qu'en réalité, cette loi, elle a été adoptée dans l'urgence, sans réflexion d'ensemble, au regard de ce qui avait déjà été adopté par la loi Kouchner. Donc tout cela n'est pas satisfaisant, et du point de vue de l'ONIAM, et je pense que ça sera aussi dit, l'ONIAM doit faire des recours après. D'ailleurs, il ne les a pas toujours fait, puisque voilà, la Cour des comptes a notamment tapé sur les doigts de l'ONIAM en 2017, justement parce que ces recours n'étaient pas suffisamment faits. Mais bon, des recours, ça suppose aussi des moyens financiers, des moyens en personnel, et donc ça n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, pour conclure cette première partie, la loi About, elle a quand même beaucoup rendu le système complexe. Or, il ne faut pas perdre de vue que ce mécanisme, il est censé être appliqué par des CCI composés de bénévoles, de personnes qui ne sont pas forcément des juristes, à part le président qui est nécessairement un juriste puisque c'est un magistrat, tous les autres ne sont pas forcément des juristes. Donc, ils doivent appliquer ce système extrêmement compliqué. Les victimes qui, selon l'idée de la loi Kouchner, peuvent saisir les CCI sans avocat, sans être assistées, sans être représentées, elles aussi, elles doivent être en mesure de comprendre les règles juridiques qu'on va leur appliquer. Or, ces règles sont quand même, en grande partie, devenues incompréhensibles. Alors, autre conséquence, plus peut-être lointaine de la loi Kouchner, c'est cette accoutumance à l'idée de transfert des risques d'accidents médicaux vers la solidarité nationale. Alors, l'ONIAM, on l'a dit, a été créé en 2002 pour l'indemnisation des accidents médicaux les plus graves lorsque les conditions de la responsabilité d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé n'étaient pas réunies. Donc, voilà, la solidarité nationale était là pour intervenir quand il n'y avait pas de responsable. Or, justement, la loi About va modifier cette perception des choses, elle va modifier considérablement le rôle confié à l'ONIAM en le rendant débiteur principal de l'indemnisation dans des hypothèses où pourtant il y a un responsable. Alors, c'est le cas avec l'indemnisation des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, auquel avait été administrée donc, une hormone de croissance de synthèse. En principe, donc, c'est l'Institut Pasteur qui était continuateur de l'association France Hypophyse qui aurait dû indemniser. Il y avait bien un responsable, et pourtant, voilà, la loi About a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de ces préjudices. Et puis ce processus, il va s'intensifier. On aura ensuite la loi 2004 pour l'indemnisation des victimes post-transfusionnelles du sida. Là aussi, il y a des responsables, et pourtant c'est l'ONIAM qui indemnise. Alors il a repris le fonds de garantie. Hépatite C, c'est la même chose. Il y avait des responsables, et la loi de 2008 a fait peser sur l'ONIAM la charge de l'indemnisation d'accidents médicaux pour lesquels il y a des responsables. Alors, je pourrais encore multiplier les exemples. Alors, il y a la Dépakine et le Mediator. Alors là, l'ONIAM n'est pas débiteur principal, bien sûr, puisque c'est simplement une procédure que l'ONIAM organise. Sauf que dans les faits, par exemple, pour la Dépakine, le laboratoire refuse systématiquement de suivre les avis des collèges d'experts, du collège d'experts. Donc, c'est en fait l'ONIAM qui, à chaque fois, est obligé de se substituer au laboratoire qui refuse de faire une offre. Et donc, là encore, il apparaît comme le débiteur principal. Et d'ailleurs, il est présenté comme cela dans les médias, voire un peu fustigé, et on perd un peu de vue que quand même, il y a un responsable, c'est le laboratoire. Donc, tout cela pour vous dire que peut-être, alors là, je pose une question, peut-être que finalement, on va petit à petit vers une évolution qui consistera à faire de l'ONIAM un fonds de garantie un petit peu comparable à celui qu'on connaît en matière de terrorisme et d'autres infractions, c'est-à-dire celui auquel on pourra s'adresser en première intention,
qui sera le débiteur de l'indemnisation sans que la victime ait à démontrer qu'elle est dans l'incapacité d'obtenir réparation d'un responsable. Peut-être. En tout cas, on voit bien que ces interventions successives vont dans ce sens. Alors, est-ce qu'il faut le souhaiter ? C'est vrai que d'un côté, on peut se dire, c'est mieux pour la victime. Elle pourra toujours, accident médical fautif ou accident médical non fautif, elle aura toujours possibilité de s'adresser à un fonds unique. Elle n'aura pas à chercher si c'est le juge administratif, si c'est le juge judiciaire, qui est le débiteur, l'établissement, etc. Elle aura toujours un débiteur unique, un interlocuteur unique auquel elle pourra s'adresser, alors idéalement sans rien payer, sans avocat, tout gratuit. Donc c'est vrai que ça paraît être un monde idéal. De l'autre, eh bien, on peut se demander si c'est une bonne chose pour notre société que les professionnels de santé, les établissements de santé, finalement, soient ainsi déresponsabilisés. La responsabilité civile, elle a aussi des vertus pour réguler les comportements sociaux. Et donc peut-être que c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait aussi un peu de responsabilité, que les médecins, les professionnels de santé soient amenés à répondre de leurs actes. Et si c'est ce point de vue que l'on retient, eh bien il faudra maintenir la responsabilité civile. Donc on le voit, un véritable choix de société auquel on risque peut-être d'être confronté dans les années à venir. Ce sera alors au Parlement, bien sûr, de prendre ses responsabilités en tant que représentant des citoyens pour trancher ce débat. Espérons seulement que cette fois, il légiférera sereinement et en toute indépendance et sans se laisser intimider par les pressions des assureurs. Je vous remercie. Je ne vous ai pas présenté. Non. Pardon, excusez-moi. Donc maintenant, je passe la parole à Monsieur Sébastien Leloup, directeur de l'ONIAM. Merci, professeur. Merci à l'Institut du droit de la santé et à l'Université de Lorraine de m'avoir invité à venir vous présenter quelques éléments et puis de prendre le temps d'échanger avec vous. Je crois que c'est tout l'intérêt aussi de ces rencontres. On est dans un amphithéâtre de faculté de médecine et j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence des doyens européens sur comment faut-il enseigner la médecine dans les années qui viennent. Et il n'y a qu'un seul mot, c'est transdisciplinarité. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Je pense que pour répondre aux questions sociétales, très lourdes, que vous évoquez, nous devons, dans le champ des activités que nous évoquons, être en capacité de traverser les frontières des disciplines, du droit, de la médecine, et de voir aussi quelles sont les questions d'intérêt général qui peuvent se poser aujourd'hui. J'ai été nommé directeur de l'ONIAM le 1er mars 2017. Quelques semaines après ma prise de fonction, j'ai été appelé par le Sénat qui m'a demandé de venir pour échanger avec une délégation de sénateurs jordaniens. J'étais un petit peu occupé, vous l'avez rappelé, professeur, rapport de la Cour des comptes, un peu de remise en ordre de la maison, à rencontrer les différents interlocuteurs. Mais bon, ils insistent, j'y vais, et l'audition se fait en anglais. Bon, donc pour le coup, on est obligé d'aller straight to the point, à l'essentiel. Et donc, j'ai bien compris qu'avec des sénateurs jordaniens, je n'avais pas leur présenter un PowerPoint préparé par les services de l'établissement. Et donc, dans ce genre de situation, vous faites un peu comme dans les séries américaines. Vous commencez très simplement, vous posez une question qui est « What do you want ?» Et là, ils me disent, écoutez, voilà, en Jordanie, on a un problème. Il y a plus de médecins qui acceptent de travailler en Jordanie parce que quand il y a un accident médical, il se passe quelque chose, soit le médecin, il est tué, soit on le met en prison, comme ça, ça permet de fuir un peu la vengeance privée, soit il part exercer ailleurs, donc il va en Arabie Saoudite, dans d'autres pays, etc. Mais donc, on n'arrive plus à avoir d'obstétriciens, de chirurgiens, de médecins, donc on a un vrai problème. Ah oui.
Et donc, il paraît que vous avez des solutions juridiques. Alors, je dis, écoutez, solutions juridiques. Ils me disent, mais on a entendu parler d'un French doctor, c'est Bernard Kouchner, grande notoriété internationale de Bernard Kouchner, sac de riz sur le dos, bien connu du monde humanitaire. On a entendu parler de lui. Il paraît qu'il a une idée en France. Alors là, je leur ai pas dit, oui, la grande loi de 2002, c'est d'abord une loi de démocratie sanitaire. Parce que je me suis dit que si je leur parle de démocratie sanitaire, je vais les perdre tout de suite. Le concept est trop exotique. On y va pas à pas. Donc j'ai dit, écoutez, en France, il y a l'idée de faire un dispositif de règlement amiable de ces situations. Mais je les préviens tout de suite. Je leur dis, dispositif de règlement amiable, c'est d'abord un état d'esprit. Je vous renvoie aux états généraux de la justice qui font que maintenant, pour les prochaines années, avec beaucoup de nouveaux moyens, la solution au problème de fonctionnement de la justice en France passe aussi, dans un plan de mesure, par apprendre en France à faire plus de règlements amiables des litiges qu'ont fait les Pays-Bas, qu'ont fait le Canada, qu'ont fait le discours de monsieur le ministre de la Justice. Ça tombe bien, dans le champ des accidents médicaux, on a 20 ans d'avance et d'apprentissage de ces sujets. Et donc je leur explique, je leur dis, voilà, les commissions de conciliation et d'indemnisation, d'abord c'est un magistrat indépendant qui est garant de la bonne tenue et de l'indépendance de la discussion. Et là, ils ont pris plein de notes. On dit, voilà, les financeurs sont représentés, puisqu'il y a les assureurs, donc ils sont là. Et puis, il y a une expertise qui est financée par l'ONIAM, etc. Et j'aurais dit, vous savez, il y a quand même un sujet, c'est que nous, en France, on a compris que les activités médicales, c'est risqué. C'est-à-dire, on a gardé la notion de faute, donc il faut que le fautif paye. Et ça a été, vous l'avez dit d'ailleurs, la loi de 2002 a consacré le grand arrêt Mercier. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut que le fautif il paye. Par contre, simplement, on a pris en compte aussi le fait que la médecine, c'est une activité risquée, qui est compliquée, parce que l'art médical, la technique médicale, tout ça évolue beaucoup. C'est d'ailleurs Anne-Marie Papex nous a dit les nouvelles frontières que nous avions, nous, sur des nouvelles questions de responsabilité avec l'intelligence artificielle, etc. C'est passionnant. Mais on voit bien que la technique médicale évolue énormément et que nous sommes dans des activités profondément risquées. Je vous renvoie aux écrits magnifiques de docteur René Amalberti, qui est ancien chef de service du Val-de-Grâce, sur les activités à risque. Lui, c'est beaucoup écrit sur l'aéronautique, mais dans le champ des établissements de santé, c'est absolument fondamental. Et donc, j'explique aux Jordaniens que de temps en temps, eh bien voilà, il y a un accident qui arrive et on ne sait pas toujours expliquer les choses. Et donc là, je leur explique cette notion d'aléa thérapeutique. Et je leur dis aussi qu'en France, il y a ce sujet des infections nosocomiales qui font que voilà, c'est pas si simple toujours à maîtriser et que donc il faut aussi essayer de trouver des solutions par rapport à ces situations. Et je leur ai rapidement parlé de la clinique du sport, de la création de l'association Le Lien et de ce qui s'était passé en France. Et j'ai dit qu'en France, effectivement, il y a l'ONIAM. Alors l'ONIAM, pour faire très simple, l'ONIAM, ça a été créé dans le Code de la santé publique pour permettre justement de faire face à tous ces risques, et il y en a beaucoup, de fonctionnement du système de santé. L'ONIAM, c'est un paratonnerre politique pour essayer de faire en sorte que l'ensemble des risques et les situations, qu'elles soient fautives ou non fautives, puissent être gérées avec un établissement public administratif de l'État, qui est là pour mettre en place un certain nombre de missions d'indemnisation. Vous l'avez parfaitement rappelé, professeur. Formidable succès de l'ONIAM depuis sa création, puisque en moyenne, tous les 2 ans, une nouvelle mission d'indemnisation lui est confiée. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des questions qui se posent au sein de la société et qu'on cherche des réponses. J'entends beaucoup de critiques sur l'ONIAM, mais alors c'est incroyable le nombre de personnes que je rencontre qui me disent « il faudrait vous confier une nouvelle mission ». Vous aviez cité la plus récente dans la loi, c'était la loi sur l'indemnisation des victimes de la dépakine. On a aussi dans nos missions l'indemnisation des dommages vaccinaux liés aux mesures sanitaires d'urgence, par exemple. Belle actualité. Voilà les quelques mots d'introduction sur l'ONIAM, et puis je
je vais sur les infections nosocomiales. Alors, hop. Je pense que j'appuie. Alors, je n'aurai pas. Non, vous embêtez pas, je me débrouille. Hop, voilà. Alors nous, les universitaires, les avocats comme Maître Bernfeld, les directeurs juridiques des établissements de santé, les assureurs et le directeur de l'ONIAM, lorsque l'on parle de nos sujets, on utilise des notions techniques extrêmement complexes et franchement, la notion d'infection nosocomiale, elle est extrêmement complexe. On évoque aussi les évolutions de jurisprudence, hein, des éléments ont déjà été apportés, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. C'est que l'infection nosocomiale grave, elle est un événement absolument dramatique. La vie, elle sera plus la même, plus jamais la même pour le patient, sa famille et ses proches. Et c'est une expérience douloureuse que tout le monde a besoin de comprendre. Les professionnels de santé, mais aussi les indemnisateurs et les payeurs que sont l'ONIAM et également les assureurs. Trois illustrations de ce que c'est que l'indemnisation des infections nosocomiales graves, et ça a été dit tout à l'heure très bien. Les victimes, c'est nous. Les sujets dont nous parlons, c'est pas pour les autres, mais nous sommes tous concernés par la qualité de la médecine en France et la sécurité de fonctionnement que peuvent apporter les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. À quoi sert l'ONIAM? Indemnisation amiable. Delphine a 30 ans. Elle a un traitement d'une tumeur par voie transnasale. Et malheureusement, elle fait une méningite nosocomiale. Les conséquences sont absolument gravissimes. On parle techniquement de déficit fonctionnel permanent. 80%. Delphine remplit un formulaire CERFA qui ne coûte rien, qui est en ligne sur le site de l'ONIAM. Elle le remplit, elle explique voilà, ce qui lui est arrivé, avec l'aide de ses proches, bien sûr, vu son DFP. La CCI instruit gratuité de l'expertise payée par l'ONIAM. Je n'ai pas vérifié si Delphine avait pris un avocat dans son dossier, c'est pas sûr. C'est son choix, c'est le choix de Delphine. Si elle souhaite être accompagnée dans sa démarche d'indemnisation amiable, elle peut être accompagnée par un avocat. Alors, Maître Bernfeld, qui serait là, dirait, mais quand même, devant les tribunaux, l'avocat est là justement pour défendre les intérêts. Bon, pas obligatoire. Une instruction bienveillante de la CCI, parce que vous l'avez parfaitement dit, mais c'est des bénévoles, ils ne sont pas tous des grands juristes. Ben oui, justement, la loi de 2002, c'est de la démocratie sanitaire. Ce n'est pas des tribunaux, les CCI. Donc le benchmark, c'est une loi de démocratie sanitaire, pas une loi d'organisation des juridictions en France. Et puis, sur cette base, l'ONIAM, qui n'est pas représenté, vous l'avez parfaitement dit, aux opérations d'expertise, ça ne l'empêche pas de comprendre le sens de l'avis qui a été émis et de payer, et donc de mettre de l'argent dans la poche de Delphine, dans un temps d'indemnisation amiable qui n'est pas du tout celui du temps des juridictions, puisque le délai moyen de fonctionnement des CCI en France, sur ces dossiers lourds, compliqués, des accidents médicaux et des infections nosocomiales, c'est en moyenne 9 mois. 9 mois. Vous connaissez les délais judiciaires. Rien à voir. Rien à voir. Alors, bien sûr, il faudrait le faire en 6 mois. Ça, c'est le principe en France, toujours. Mais 9 mois, c'est quand même pas mal sur les dossiers les plus complexes et les plus lourds. 1,1 million d'euros. Alors, l'ONIAM ne crée pas sa propre monnaie. On prend de l'argent sur l'ONDAM. C'est la loi de financement de la sécurité sociale. Et en fait, la vision française est de dire qu'on prend de l'argent de l'évolution des dépenses, objectifs d'assurance dépenses maladie du système de santé pour justement faire face aux risques. Un jour, j'ai discuté avec... alors, j'ai pas de collègues dans le monde, on est dans une spécificité française. Une vague cousine du côté de la Belgique, mais c'est radicalement différent.
quand vous êtes tout seul au monde, vous vous sentez un peu fragile de temps en temps, même si, bon, les Français, quand même, hein, quand même. Et je discutais avec un homologue du NHS britannique qui, justement, s'interrogeait, etc. Et lui, il m'a dit, mais nous, notre vision, elle est radicalement différente. Nous, on a un financement annuel du NHS, système de santé britannique, et nous, on préfère financer tout de suite, là, dans le temps politique de court terme, des médecins, des infirmiers, des augmentés, résonance à l'actualité, plutôt que de dire, on va mettre de l'argent en indemnisation, parce que l'enveloppe, elle est fermée. Financement de la sécurité sociale, vous êtes fermé. Donc, et ce qu'il me dit, moi, je préfère mettre plus de médecins et d'infirmiers tout de suite pour qu'il y ait moins de risques maintenant, plutôt que d'indemniser. La vision française, c'est je prends une partie du gâteau de la loi de financement de la sécurité sociale pour permettre à l'ONIAM d'exercer de missions dites de solidarité et l'ensemble de ces missions. Autre exemple d'indemnisation amiable, Véronique, qui a 60 ans, elle est traitée pour un cancer mammaire. Choc septique sur chambre implantable, cathéter, combien il y en a par jour de ces actes. Un déficit fonctionnel de 70%, qui s'explique notamment par des amputations phalangiennes des pieds. Et là, la CCI dit, dans ce dossier, il y a un partage de responsabilité. C'est l'ONIAM à 80%, mais ressort des éléments de cette situation, des manquements qui doivent conduire l'assureur à prendre en partie la charge de cette indemnisation. Et donc l'ONIAM a payé et nous avons décaissé 650 000 €. Ça, c'est l'amiable. Mais l'ONIAM fait à la fois des activités amiables, mais aussi des activités contentieuses. Ça a été très bien décrit ce matin. Et d'ailleurs, dans le doute, on appelle l'ONIAM à la cause. On se dit, on ne sait jamais. Peut-être que finalement, ce sera l'ONIAM. Ça a été parfaitement décrit. Indemnisation contentieux. Vanessa a 40 ans. Elle est traitée pour un cancer de la peau, on appelle les carcinomes. Il y a un retard de cicatrisation. Choc septique. Défaillance multiviscérale, lésion nécrotique, amputation des 2 jambes, et on lui lève les 10 doigts de chaque main. Déficit fonctionnel permanent 85%. Et là, décision du tribunal judiciaire, c'est une infection nosocomiale grave, c'est indemnisable par l'ONIAM, application du cadre de la loi. Et donc là, l'ONIAM paye 2 millions d'euros, une rente trimestrielle 57 600 € et aussi des frais d'aménagement de son domicile. Je ne reviens pas sur l'historique, ça a été bien dit. La loi du 4 mars 2002 pose la responsabilité de plein droit des établissements de santé pour les dommages qui résultent des infections nosocomiales. La crise assurantielle. Et là, c'était intéressant ce qui nous a été présenté. En fait, c'est les réassureurs, c'est le contexte général. Et donc ça, c'était tout à fait intéressant, cette présentation. Merci, Madame Papex. C'était le risque de retrait du marché de la responsabilité civile médicale. Et donc, cette loi About qui transfère la charge indemnitaire à la solidarité nationale via l'ONIAM, avec ce taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique qui doit être supérieur, comme vous l'avez rappelé, à 25%. Ou en cas de décès. Une absence de rétroactivité de la loi About, qui était contestée par Maître Bernfeld, avec l'arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2007, qui fait que l'ONIAM ne peut intervenir que pour les infections nosocomiales graves qui sont contractées qu'à compter du 1er janvier 2003. Ce critère de répartition de l'indemnisation entre l'ONIAM et les assureurs, c'est la gravité donc, des conséquences dommageables de l'infection. Mais, d'où cette notion de répartition, la loi About ne supprime pas le régime de responsabilité pour faute
Et donc, des partages sont possibles entre l'ONIAM et les assureurs. C'est le cas de Véronique qui vous a été présenté. Alors, la notion d'infection nosocomiale, du point de vue du juge, alors, cette notion d'infection nosocomiale, elle n'est pas définie par la loi. Et donc, ça pose un certain nombre de difficultés, cette absence de définition légale de cette notion d'infection nosocomiale. Et donc, il y a un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles avec un certain nombre d'arrêts du Conseil d'État qui vous seront détaillés dans la note écrite. Et avec, d'ailleurs, des assureurs et l'ONIAM qui peuvent discuter cette analyse des hautes juridictions qui s'éloignent, en fait, de la définition épidémiologique de l'infection. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve à aujourd'hui, quand on parle d'infection nosocomiale, quand on parle avec un médecin et un juriste, en fait, on ne parle pas de la même chose. Et là, il y a une extraordinaire complexité maintenant de cette notion, où même les plus grands spécialistes se demandent si vraiment ils ont compris ce dont il s'agissait. Et donc, c'est pas simple. La réparation des infections nosocomiales par l'ONIAM, donc... vous l'avez compris, c'est un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% ou en cas de décès. Et dans ce cas-là, indemnisation ONIAM et, point important, les caisses d'assurance maladie n'ont pas de recours possible. Les victimes indirectes peuvent si la victime est vivante, peuvent être indemnisées de leur propre préjudice, comme pour les infections nosocomiales non graves, indemnisées par les assureurs. Et l'état de santé doit être consolidé pour déterminer le taux de DFP. Et donc, les infections nosocomiales potentiellement graves, mais non encore consolidées, sont indemnisables par l'assureur. Mais une fois que la consolidation est acquise, eh bien, la charge indemnitaire pourra être transférée à l'ONIAM. Vous y avez fait référence dans votre présentation. Donc, les difficultés que nous rencontrons, c'est d'abord ces difficultés liées à la consolidation pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent qui doit être strictement en lien avec l'infection nosocomiale. Et donc, ça renvoie à la qualité des travaux de l'expert médical qui doit être en capacité de bien nous décrire l'état antérieur, les séquelles prévisibles et ainsi expliquer le taux de déficit fonctionnel permanent qui est retenu. Il est absolument fondamental que ce taux de DFP soit justement et précisément évalué. On constate sur ce sujet parfois des difficultés de bonne compréhension de ce qui s'est passé au moment du soin. Alors, on retrouve des difficultés classiques qui sont celles de la communication du dossier médical complet, puisque nous avons besoin de répondre à un certain nombre de questions. Est-ce qu'on a respecté les mesures d'asepsie? Y a-t-il eu conformité de la préparation cutanée du patient? Y a-t-il une administration de l'antibioprophylaxie indiquée, etc. Je suis un directeur d'hôpital public. J'étais formé à l'école de Rennes, HESP. Et à l'époque, quand j'étais formé comme directeur d'hôpital, nous avait cité une étude comme quoi 50% des personnes qui entraient au bloc opératoire ne se lavaient pas les mains. 50%. J'étais chef de service de la certification d'établissements de santé en France. 570 experts visiteurs qui vont se promener et qui font la certification des établissements. J'ai connaissance de toutes les données sur la sécurité et la qualité de fonctionnement des établissements. On a fait des progrès en France, checklist de bloc opératoire, etc., etc. Une partie du corps médical, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux aujourd'hui dans les blocs opératoires, considère que les protocoles de sécurité, c'est un peu périphérique, parce que là, il y a trop de charges de travail. Alors voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, mais s'il y a quelques procédures qui sont portées par toutes les sociétés savantes, médecine, chirurgie, obstétrique, c'est pas complètement par hasard, c'est parce qu'on a appris des accidents. C'est que les événements porteurs de risques sont analysés par les spécialités à risque. C'est pour ça qu'il y a des ristournes sur les contrats d'assurance. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'acquis depuis 20 ans sur ces sujets d'accréditation des spécialités médicales, chirurgicales à risque, etc. Attention à ne pas perdre dans la société française, parce qu'on manque de temps médical et soignant, tous ces acquis. Et quel impact sur la sécurité des soins? Et quel impact sur les infections nosocomiales en France? Et donc, nous regardons si les comités de lutte contre les infections nosocomiales
existent et s'il y a un certain nombre de protocoles qui sont appliqués, évalués pour essayer de voir si les soins ont été faits de manière fautive ou pas dans le dossier considéré. J'accélère. Conséquence de ces difficultés, c'est qu'en l'absence d'éléments suffisamment convaincants, l'ONIAM peut agir justement pour mettre les établissements de santé ou les professionnels en face de leurs responsabilités et donc de leurs charges indemnitaires. Donc l'ONIAM a la possibilité d'exercer des recours subrogatoires ou de mettre en œuvre des actions récursoires dans des contentieux, avec l'objectif qui est d'obtenir le remboursement des sommes versées par l'ONIAM. Quelques nuances, c'est des notions de perte de chance nosocomiale. Cela signifie que si l'état antérieur, l'état de santé, avant que l'infection nosocomiale arrive, se produise, eh bien, si l'état antérieur a directement participé au dommage, seule une partie du dommage sera indemnisée par l'ONIAM. Et dans tous les cas, je vous l'ai dit, la loi permet à l'ONIAM d'exercer des actions subrogatoires ou récursoires. Et la victime et ses ayants droit, elles peuvent toujours aussi rechercher directement la responsabilité, même en cas d'infection nosocomiale grave. Les commissions de conciliation et d'indemnisation, comme le juge, peuvent opérer des partages. Donc c'est l'exemple qui vous a été donné. Et pour vous illustrer les manquements qui peuvent être retenus, vous avez les erreurs de diagnostic, des choix thérapeutiques non conformes, des défauts d'indication opératoire, des défauts d'antibioprophylaxie, des défauts de prise en charge de l'infection. Dans le cadre d'une procédure CCI, l'AVI peut décider d'opérer ce partage, responsabilité solidarité nationale, voire même retenir une responsabilité entière de l'assureur si la CCI estime que les manquements sont directement et exclusivement à l'origine de l'infection et du dommage. Au niveau du contentieux, donc l'ONIAM peut récupérer tout ou partie des sommes qui sont versées à la victime au titre de l'infection nosocomiale grave, mais là, à charge pour l'ONIAM de démontrer l'existence des manquements en amont ou pendant ou en aval de la prise en charge de l'infection. Toujours au contentieux, cette fois donc directement par la victime, il existe plusieurs mécanismes. Soit le juge retient d'abord une infection nosocomiale grave indemnisable par l'ONIAM et va, dans le cadre de la même instance, se prononcer sur le recours pour faute de l'ONIAM, c'est le 2 en 1. Et dans ce cas, l'ONIAM est condamné à indemniser la victime ou ses ayants droit, puis est garanti par l'assureur à hauteur de la part de responsabilité retenue par le juge. Soit le juge, après avoir reconnu un cumul infection nosocomiale grave et responsabilité, condamne chaque défendeur à indemniser la victime ou ses ayants droit en fonction du partage qui est effectué par la juridiction. Si la victime recherche à titre principal la responsabilité de l'acteur de santé ou de l'établissement de santé, le juge va d'abord se prononcer sur la responsabilité. Et si la responsabilité est retenue, alors l'ONIAM ne sera pas tenu à indemniser au titre d'une infection nosocomiale grave. Je vous mets les références dans le diaporama qui vous a été adressé. Et ce raisonnement est également appliqué devant le juge administratif. On a une référence, cour administrative d'appel de Bordeaux. Tel est le cas également en cas de manquement ayant entraîné une chute, organisation du service, elle-même nécessitant une intervention au cours de laquelle survient une infection nosocomiale. Et donc là, vous avez les références de l'arrêt du Conseil d'État. Pour terminer, quelques chiffres. On parlait des fantasmes au moment de l'adoption de la loi Abou, les inquiétudes des uns et des autres. Nous sommes 20 ans plus tard. À 20 ans, on a un petit peu de recul et donc on voit exactement la réalité de cette notion d'infection nosocomiale grave qui sont indemnisées par l'ONIAM depuis 2004. 2004, il y en avait 19. L'année dernière, 59. Là où il y en a eu plus, c'est en 2009, c'était 84. Mais si on neutralise le chiffre de l'année 2020, c'est-à-dire si on enlève le chiffre de 27, qui ne veut pas dire grand-chose, comme il y a eu quand même peu de soins en France pendant cette période un peu compliquée,
La réalité, c'est que la moyenne annuelle, elle est de 57 infections nosocomiales graves, indemnisées à l'amiable par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Et donc, ça documente sur un plan économique et financier la réalité de l'intervention de la solidarité nationale pour ces infections nosocomiales graves. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour échanger. Merci, Monsieur Leloup.